Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Alors, j'ai démarré avec quelques secondes d'avance. Donc, on va attendre que tout le monde se connecte pour commencer. On attend, on attend. Alors, où est-ce qu'on en est? Personne arrivée. Eh bien, pour l'instant, on n'a personne qui est arrivé. On attend encore un petit peu. Je vais mettre sur. Ah, apparemment, il y a des problèmes pour se connecter. Alors. Ah, donc Julie est en ligne. Mais en effet, même moi, j'ai des problèmes avec mon téléphone. Laetitia est en ligne. Bonjour Laetitia. C'est de rechercher. Alors, nous sommes déjà 3 en ligne. On va attendre un petit peu encore que tout le monde soit là. Parce qu'on avait vraiment beaucoup d'inscrits sur ce webinaire. On va attendre quelques minutes supplémentaires avant de se connecter, avant de démarrer. Alors, au chat, il y a un petit mot. Bonjour Letty. Je pense reconnaître Laetitia, notre super kiné Medec, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Letty? Donc, on attend encore quelques minutes. Et puis ensuite, on va démarrer. Hein. Alors, je suis en train de chercher le lien. Voilà. Le lien pour les bons transports. Pour les. Oui, je me disais bien. Les MDPH, voilà. Et j'essaye de tout sélectionner, de copier. Allez, hop, hop, hop. Allez. Parce qu'en fait, Julie et moi, on travaille en binôme et on fait souvent les choses en même temps. Je vais mettre sur l'union des mamans pour prévenir qu'on attaque. Ok, et sur la page tous derrière. Bon, eh bien, aujourd'hui, le réseau est pas non plus. Hein. J'ai vraiment pas de chance
avec notre réseau à chaque fois. Au programme, la MDPH. Ah, on me voit bien, on m'entend bien. Bon. Donc, on va commencer. Écoutez, il est 20h05. On accueillera au fur et à mesure toutes les personnes qui vont se présenter. Donc, je suis Jessica, je suis la directrice de l'association Tous derrière Léa et les enfants malades qui s'appelle dorénavant Association Léa. Et pour répondre à vos questions, il y a mon binôme, ma directrice adjointe, Julie, qui est en live avec nous sur ce webinaire. Donc, on va pouvoir commencer par mon partage d'écran. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Voilà. Donc, j'espère qu'on voit bien mon écran. Si vous voyez que je fais des grands gestes, ne vous inquiétez pas. J'ai 2 moucherons qui se baladent dans mon bureau et qui m'agacent fortement. C'est parti. La formation. Alors, Julie, est-ce qu'on voit bien mon écran? Julie me répond si mon téléphone a bien fonctionné. Ok, on voit bien mon écran. Donc, aujourd'hui, on va parler du dossier pour la demande d'AEH, plus les cartes. Donc, tout ça, c'est des demandes qu'on fait à la MDPH, départementale des personnes handicapées. Donc, c'est présenté par moi, évidemment. Qui sommes-nous? Nous sommes l'association Tous derrière Léa, qui s'appelle dorénavant Association Léa. Je sais que les logos ne sont pas forcément à jour sur mes présentations. Il faut que je fasse un petit peu de modification. Donc, on fait du financement de projets dans les hôpitaux, des visites bénévoles dans les services de pédiatrie, distribution du guide pour aider les familles dans leur démarche. Donc, cette année, on l'a distribué à plus de 25 000 exemplaires. Formation de famille aux soins d'urgence, aux premiers secours. Formation des familles également, comme aujourd'hui, sur tout ce qui est MDPH, CPRM, bon de transport et bien d'autres qui vont arriver. Aide financière pour les familles pour payer certains stages de rééducation ou de matériel non pris en charge. Information des pouvoirs publics, parce que c'est important de leur faire remonter les problèmes que nous rencontrons au quotidien, nous, parents d'enfants malades. Je m'excuse, je suis très fatiguée. C'est très difficile en ce moment pour moi. Je fais pas mal de balades avec le SMUR, donc c'est un peu compliqué. Formation et information auprès des soignants sur le ressenti des familles. Formation professionnelle bénévole au service des familles. Donc, on a une permanence téléphonique, donc on a deux psychologues maintenant, une assistante sociale, une diététicienne, des parents, une infirmière QR qui répondent aux familles tous les jours, du lundi au vendredi, parfois jusqu'à 22 heures. Nos valeurs, écoute, bienveillance, partage, énergie et un peu de poussière de fée, poussière de Léa. Alors, moi, qui je suis? Eh bien, je suis Jessica, je suis la maman de Léa et Calista et d'Emma et Valentin aussi. Léa souffrait de plusieurs malformations cardiaques, pulmonaires, elle a été opérée de nombreuses fois à cœur ouvert. On a monté cette association à la base pour l'accompagner dans son parcours, dans la maladie, le handicap, pour pouvoir rester auprès d'elle parce qu'on allait beaucoup sur Paris. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de parents qui étaient dans notre cas et qui galéraient. Donc, on s'est dit, on va essayer d'aider le plus de parents possible avec nos petits moyens. Puis, l'association a bien grandi. Léa nous a quittés en août, ça va faire 3 ans, dimanche, le 26. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas continuer de propager la bonne parole et l'empathie et la bienveillance à travers le monde. Donc, continuer sur ce que Léa avait initié avec l'association. Voilà, je suis donc la maman de Calista, sa soeur jumelle, qui est épileptique, pas sévère du tout, bien stabilisée en ce moment d'ailleurs, asthmatique très sévère parce qu'elle a une bronchodysplasie pulmonaire qui nous enquiquine au quotidien
et une maladie guérissante. Voilà, sinon je suis passionnée par l'équitation, la médecine. J'apprends l'éducation positive. Je continue à me former là-dessus pour être une bonne maman et essayer d'accompagner mes enfants. Pardon. Essayer d'accompagner, j'ai honte, je fais que bailler. D'accompagner mes enfants dans l'empathie, la positivité et ce genre de choses pour les aider au quotidien à sortir leurs sentiments et à pouvoir devenir des adultes bienveillants à leur. Alors, le plan de formation, remplir son dossier, pourquoi, pour qui, qu'est-ce que c'est l'AEH, les compléments, les PCA, la PCH, les règles de cumul, les cartes, les impôts, les images de dossier, mais ça vous allez les voir au fur et à mesure, le projet de vie, les demandes pour certains frais particuliers, école, AVS et centre. Alors, on va commencer par remplir son dossier, pourquoi, pour qui, comment. Il y a deux choses qu'il faut savoir. La première chose, c'est que là, on va partir sur un dossier pour des personnes dont le nouveau dossier est entré en vigueur dans leur département. Avant de remplir quoi que ce soit, vous pouvez aller sur notre site internet, mais d'abord sur le site internet de la MDPH de votre département. Par exemple, si vous êtes dans le 76, MDPH 76, dans le 31, MDPH 31, dans le 42, MDPH 42, etc. C'est très important parce qu'on a des nouveaux dossiers qui existent depuis peu. Et ces nouveaux dossiers MDPH, ils ne sont pas adoptés par toutes les MDPH en France. Ce qui veut dire que vous avez des MDPH où vous avez la possibilité de remplir un dossier par vous-même et le certificat médical, ça reste l'ancien certificat médical. Et vice-versa, vous avez des MDPH où vous remplissez que les anciens dossiers, d'autres c'est que les nouveaux dossiers et d'autres ils font des petits mix, ils aiment bien mixer. Donc, à savoir que sur notre site internet, dans l'espace famille, vous pouvez retrouver tous les dossiers téléchargeables, bien sûr gratuitement, évidemment, et de façon très simple. Ça peut vous éviter de galérer un petit peu à télécharger les dossiers à droite, à gauche. Mais avant de remplir quoi que ce soit, première chose, on regarde quels sont les nouveaux dossiers ou les anciens dossiers dans quel département, pour ne pas faire de bêtises. Ensuite, moi, je vous conseille de vous procurer notre guide parce que vous avez toutes les informations nécessaires pour vous guider au quotidien et surtout dans le montage de ce dossier. Encore une autre chose que je vous conseille, de passer par une assistante sociale. Alors, on peut vous aider à l'association à monter votre dossier. L'assistante sociale de votre département, de votre hôpital peut vous aider aussi. Par contre, il ne faut pas oublier de garder la maîtrise sur votre dossier. En garder une copie, vérifier ce qu'elle a inscrit, relire ensemble pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et ne pas laisser l'assistante sociale faire l'envoi elle-même. Envoyez votre dossier vous-même avec recommandé accusé de réception. Ça, c'est la base. Gardez la copie de tout ce que vous avez envoyé dans une enveloppe. Vous la mettez de côté, mais vous savez ce que vous avez envoyé et vous mettez votre accusé de réception. Vous la graffez sur votre enveloppe. Comme ça, vous êtes au clair avec vous-même. Et si on vous dit que le dossier a été perdu, d'une part, vous aurez l'accusé de réception qui prouve que votre dossier a bien été envoyé, réceptionné à telle date. Et d'autre part, vous aurez la copie de tout ce que vous avez envoyé. Ça va vous aider. Ensuite, sachez qu'on a une permanence téléphonique, qu'on a une assistante sociale. L'assistante sociale du lundi à 18h au lundi 22h est disponible pour vous. Elle vous répond au téléphone sur le numéro de notre permanence téléphonique. Elle peut vous répondre le reste de la semaine par email. Et quoi qu'il en soit, vous aurez toujours quelqu'un qui vous répondra sur la permanence téléphonique pour vous donner un conseil, vous aider et vous obtenir un rendez-vous avec l'assistante sociale. Donc, dans ce guide, vous allez trouver tout ce qui est inhérent à la MDPH, bien sûr, mais on va pouvoir commencer à parler du dossier. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris. Mais qu'est-ce qu'on va demander dans ce dossier? Alors, dans ce dossier, on va demander l'allocation pour l'enfant, l'allocation de base, l'AEH et un de ses compléments.
Oui, on voit ma souris. Parfait. Donc là, ici, vous allez pouvoir demander allocation pour l'enfant handicapé, donc AEH. Ensuite, les cartes d'invalidité, mobilité, inclusion et stationnement. Les orientations vers les centres. Les prestations de compensation du handicap, c'est ce qu'on appelle la PCH. Alors attention, la PCH, elle est imposable sur le revenu. Donc, il faut vraiment réfléchir. Je vous expliquerai ensuite ce que ça concerne, les différences. Mais il faut savoir que voilà, c'est comme si vous aviez un salaire. L'État considère qu'élever son enfant handicapé et toucher la PCH, c'est comme si vous touchiez un salaire. Je cherche toujours à comprendre, mais des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Projet de scolarisation, donc ça, c'est pour tout ce qui est demande d'AVS. Et ensuite, affiliation gratuite à l'assurance vieillesse. Ça, c'est très important quand vous êtes parent au foyer, parce que vous êtes auprès de votre enfant, vous ne travaillez pas, donc vous ne cotisez pas pour votre retraite. Or, quand vous cochez la case de l'affiliation à l'assurance vieillesse, vous cotisez pour votre retraite. Donc là, c'est important. C'est ma première démarche, c'est ma première demande à la MDPH. Si c'est une première demande, il va falloir tout remplir. Ensuite, il y a eu quelque chose de changé, j'en peux plus de ces moucherons, dans votre situation. Par exemple, vous avez fait une demande pour votre enfant, il devait être pris en charge dans un centre, finalement, ça ne va pas être possible, vous devez arrêter de travailler pour vous occuper de lui. Là, c'est ma situation médicale, administrative, familiale où mon projet a changé. Je souhaite une réévaluation. Alors ça, souvent, la réévaluation, c'est souvent quand on veut faire appel, qu'on doit remplir un dossier ou qu'on a du matériel à faire prendre en charge en plus, on demande la réévaluation. Ensuite, si votre enfant, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de détérioration, les choses sont toujours à l'identique, la situation AVS vous convient, vous avez le vote GVASCO, tout est OK, ou il va dans un IME et tout va bien, vous souhaitez le renouvellement des droits à l'identique car j'estime que la situation n'a pas changé. Après, ça peut être un besoin pour l'aidant familial d'exprimer son ressenti, ses besoins. Si vous avez déjà un dossier, bien sûr, il faut toujours cocher oui. Dans quel département? Votre numéro de département et numéro de dossier. Ce numéro de dossier, vous le retrouvez dans votre notification MDPH, tout en haut, en dessous de sur la gauche en général, en dessous de votre nom. Alors l'identité, jusque-là, c'est plutôt assez simple. Bien sûr, c'est l'identité de votre enfant qu'on vous demande, ici, dans le A1. Donc, identité de l'enfant, date de naissance, nationalité, commune de naissance, pays de naissance, complément d'adresse, adresse, code postal, téléphone, adresse mail. Donc, ça, téléphone, adresse mail, bien sûr, vous pouvez mettre la vôtre. Attention pour les parents séparés à bien donner les bonnes informations quand il y a des histoires de garde, etc. Ça peut être compliqué autrement. Donc, souhaitez-vous être contacté par la MDPH et comment? Bien sûr, on souhaite qu'ils nous contactent. Moi, je coche toujours tout. Parce que quoi qu'il en soit, plus vite ils arrivent à vous joindre, mieux c'est. Ensuite, si vous êtes à la CAF, vous cochez CAF, à la MSA ou autre, si vous êtes autre, je ne sais pas ce que ça peut être autre, mais ça peut l'être. S'ils l'ont mis, c'est que ça peut l'être. Votre numéro d'allocataire. Ensuite, l'assurance maladie. Est-ce que vous êtes à la CPM, à la MSA, au RSI, autre? En général, c'est le régime hospitalier ou le régime SNCF. Et vous cochez. Et là, numéro de sécurité sociale. Si votre enfant a un numéro propre à lui-même, vous mettez son numéro ensuite, en dessous. L'autorité parentale, donc c'est là où ça devient important. Le père, la mère et le responsable légal. Parce que des fois, il y a certains parents qui ne sont plus responsables légaux de leurs enfants. Donc ça, bien le marquer. Si vous avez un jugement, faire la photocopie de votre jugement et le joindre à votre demande. Je suis désolée, je suis vraiment kikinée avec ces moucherons qui me passent devant. Votre identité. Alors, là,
c'est en général quand je remplis avec un parent de l'association, parce que souvent ça a un petit peu de poids auprès ils savent que nous on sait ce qu'on fait et que qu'on va pas faire n'importe quoi, donc des fois ils prennent un petit peu plus au sérieux les dossiers quand ils ont été vus et revus par une association, une assistante sociale. Donc là par exemple, si vous êtes aidé par l'assistante sociale, vous pouvez le noter. Mesures de protection. Alors ça c'est plus pour un enfant qui serait placé en famille d'accueil. Alors attention, le A5, c'est pour les situations d'urgence. En général, si vous n'arrivez plus à vivre chez vous ou que vous risquez de ne plus arriver à vivre chez vous, si vos droits, ils arrivent en fin de droit, si vous risquez de perdre votre travail, si votre école ne peut plus vous accueillir, admettons que votre enfant est dernier IME, il y a un problème, il ne peut plus l'accueillir, il faut cocher les cases ici et expliquer. Vous arrivez dans les 2 mois, donc ce que je disais, si vous arrivez à moins de 2 mois de la fin de vos droits, il faut absolument cocher et indiquer les dates. C'est très important parce qu'ils placeront votre dossier en commission en urgence. Enfin, c'est ce qu'ils disent, mais dans la logique, c'est ce qu'ils sont censés faire. C'est rarement le cas, mais bon, il vaut mieux le mettre. Ensuite, vous joignez votre certificat médical, bien entendu. Si vous avez eu des problèmes pour le faire remplir par votre médecin, vous pouvez le cocher et expliquer pourquoi. Surtout, vous mettez la date. Moi, je vous conseille de mettre la date du jour où vous envoyez le dossier, parce que des fois, ça peut être un peu long de monter le dossier. Admettons que vous commenciez le 1er mai et que vous ayez du mal à remplir votre dossier, à le faire viser par l'assistante sociale, à remplir votre... Il peut se passer 2 mois, et en 2 mois, on peut vous dire non, le dossier est trop vieux. Donc, voilà, la date, mettez-la à la dernière minute, vous signez. Donc, vous êtes les 2 parents. En général, pour les mineurs, il faut toujours la signature des 2 parents. Vous acceptez que la MDPH échange avec les professionnels qui vous accompagnent parce que vous n'avez rien à cacher. Ensuite, vous certifiez l'exactitude. Vous bénéficiez d'une procédure simplifiée. Alors, ça, c'est quand vous avez des droits à l'identique. Vous ne voulez pas modifier quoi que ce soit. C'est une procédure simplifiée. Ça, c'est possible. Ensuite, la vie quotidienne. Donc là, on est dans le cadre des parents, puisque ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est un dossier pour un enfant. Donc, l'enfant est censé vivre avec ses parents. Après, ça est retiré. Il peut vivre en institution, si par exemple il y a des assistantes sociales ou des assistantes familiales qui regardent le séminaire. C'est possible que ce soit autre. Par exemple, voilà, autre situation précisée, un enfant qui peut vivre chez une assistante familiale. Ensuite, vous vivez où? Dans quel type de logement? Vous êtes hébergé par qui? Est-ce qu'ils sont propriétaires, locataires? Est-ce que vous êtes dans un établissement, chez des amis, chez un membre de la famille ou dans une famille d'accueil? Voilà, c'est là où on en revient à autre dessus. Toujours préciser, plus la MDPH a des précisions, mieux votre dossier pourra être évalué. Ensuite, accident de travail, accident causé par un tiers, tout ça, en général, avec les enfants, c'est pas trop le cas, à part quand il y a des accidents causés par un tiers, des fois, il peut y avoir des bébés secoués, ce genre de choses. Aide financière et ressources. Embête ce truc. Qu'est-ce que vous recevez comme aide actuellement? Vous faites un renouvellement. Là, pour les enfants, ça ne nous concerne pas vraiment. Parce qu'en général, pour les enfants, il n'y a pas de revenu d'activité, il n'y a pas d'allocation chômage. Donc, ça ne vous concerne pas réellement les aides financières et les ressources. Parce que les enfants, ils n'ont pas de ressources. Non, j'ai raté. Ensuite, donc, pension de retraite, etc., ça ne vous concerne pas non plus. Aide technique matérielle. Alors, ça, c'est est-ce que vous avez besoin financièrement d'aide technique, aide matérielle? Oui, lesquelles? Je vais aménager ma salle de bain, je vais aménager mon véhicule, j'ai besoin d'un chien guide d'aveugle, j'ai besoin d'un déambulateur, j'ai besoin d'un cadre de marche, j'ai besoin
d'un talk to, enfin, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de tel matériel. Il faut le préciser. Aide à la personne. Est-ce que vous avez besoin d'avoir je sais pas, une kiné à domicile, ce genre de choses? Là aussi, c'est important de le préciser. On peut dire que c'est pris en charge généralement, mais pas toujours. Et c'est important de. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller dans des centres de thérapie parce qu'ils sont trop fragiles et qu'ils ont besoin de faire de la kiné, de la psychomote à la maison. Et donc ça coûte de l'argent et c'est important de le préciser. Présence d'une personne auprès de l'enfant. Alors, ça, c'est la case, j'ai envie de dire, la plus importante de votre dossier. Si vous avez dû arrêter de travailler pour être auprès de votre enfant, et vous avez dû diminuer votre temps d'activité, votre activité professionnelle à temps partiel, c'est là où il faut cocher oui. Voilà. Cette case-là, elle est primordiale pour pouvoir avoir de l'aide. Ensuite, si vous recourez à l'emploi d'une personne rémunérée, vous pouvez déjà mettre combien d'heures par mois et par semaine, pardon, ou combien d'heures par an si c'est pas régulier. Et si vous travaillez à temps partiel, à quel pourcentage? Je travaille à 30, à 40, 80, 60, 70%. Ensuite, les frais liés au handicap. Alors, les frais engagés. Les frais engagés, ça peut être réfection de la salle de bain, ça peut être psychomotricité, ergothérapie à domicile, thérapie MEDEC, achat d'un fauteuil roulant, achat d'un cadre de marche, thérapie Padovan à Nice, thérapie truc, thérapie machin. Ça, bien sûr, moi, quand je vois qu'ils mettent 3 lignes, je me dis bon. Donc, ce que je fais, c'est que là-dessus, je prends une feuille et je l'ajoute vie quotidienne frais liés au handicap. Ou bien je fais carrément sur Excel un tableau identique à celui-ci et j'ajoute tout ce qui est ajouté. À ça, vous ajoutez vos devis, vos factures, vos restes à charge quand il y a des prises en charge de la sécurité sociale. Toujours demander des frais des devis, des factures et vous savez, quand vous passez dans un kiné ou chez un psychomote et que vous devez faire vos bons de transport, par exemple, on demande un certificat de passage. Donc, ces certificats de passage que vous envoyez par exemple à la Sécu pour essayer de vous faire prendre en charge vos frais de transport, ce qui n'est pas forcément déjà facile, vous les prenez en photocopie, très important, et vous les envoyez pour bien prouver que vous allez chez la psychomote, chez l'ergothérapeute, chez la kiné, à ça. C'est primordial. Ensuite, vos besoins dans la vie quotidienne. Alors, pourquoi vous avez besoin d'aide? Quand on a un enfant, en général, il a besoin d'aide pour tout. Parce qu'on est bien d'accord que pour régler les dépenses courantes, un enfant de 8 ans, loyer, énergie, habillement, alimentation, gérer son budget, répondre aux obligations, assurer son hygiène corporelle. Bon, un enfant, selon le handicap, c'est quand même compliqué. Donc moi, je coche en général tout, sauf si vous avez des enfants qui sont grands et qui peuvent aller aux toilettes tout seuls, qui peuvent se laver, qui peuvent s'habiller tout seuls, qui peuvent préparer leur repas, parce qu'il y a certains enfants qui sont capables de préparer leur repas, etc., etc. Donc ça, je pense que vous pouvez le gérer en fonction de vos enfants et de leurs besoins et de leur vie quotidienne, de ce que vous vivez, vous, au quotidien. Parce que finalement, dans tout ça, on a besoin de voir ce que vous ressentez, ce que vous supportez, ce que vous endurez avec vos enfants. C'est votre avis qui est l'avis professionnel. C'est vous le professionnel de votre enfant. Donc, c'est à vous de juger, c'est à vous de dire, voilà, moi, mon enfant, il a 10 ans, et ben, il a toujours une couche, donc il n'est pas capable d'avoir une hygiène corporelle, mais par contre, il est capable de manger tout seul. Donc, c'est à vous de juger et à vous d'indiquer ce qui vous semble important, moins important, mais même ce qui vous semble moins important, important de le préciser et de l'écrire, de le mettre sur du papier. Ça me semble primordial. Parce que même si pour vous, ça ne semble pas important, et mis bout à bout, plein de petites choses, ben, ça finit par faire quelque chose d'important. Voilà. Donc c'est important de toujours
mettre sur papier et dire les choses. Alors, renseignement obligatoire, sauf situation inchangée. Ça, de toute façon, vous voyez en haut, c'est écrit toujours. Donc, si vous avez dit que votre situation était inchangée, il n'est pas la peine de tout remplir. Les besoins pour se déplacer, donc en fonction de la pathologie de votre enfant, est-ce que votre enfant il est capable de se déplacer dans le domicile, de rentrer, de sortir à la maison? Est-ce qu'il est capable de se déplacer tout seul à l'extérieur? Est-ce qu'il peut utiliser un véhicule? Est-ce qu'il peut utiliser les transports en commun? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour partir en vacances? Ce qui paraît évident, mais bon, ça reste des enfants. Est-ce que vous utilisez les transports en commun locaux adaptés? Parce qu'il y a des mairies qui proposent des voitures adaptées qui peuvent vous transporter et vous aider. Donc, c'est important aussi de se renseigner auprès de votre mairie. À ce niveau-là, si vous avez besoin d'aller à des rendez-vous médicaux, que votre voiture n'est pas adaptée et que vous êtes vraiment enquiquiné, le fauteuil roulant ne rentre pas dans un taxi, il faut à chaque fois prendre l'ambulance et c'est galère, vous pouvez demander à votre mairie s'ils ont un système de véhicule adapté qui peut venir vous aider et vous chercher. Les attentes pour compenser la situation de handicap. Alors là, c'est qu'est-ce que vous voulez vous pour votre enfant? Une aide, du matériel, l'envoyer vivre dans un établissement, le garder à domicile, aménager son lieu de vie, salle de bain, cuisine, un véhicule, de l'aide humaine, une aide financière pour les dépenses liées au handicap, une aide animalière. Voilà, vous avez tous les cas de figure quasiment. Donc, bien sûr, il y a autre attente parce qu'il y a toujours des cas de figure qui ne sont pas spécifiés. Bien entendu, chaque enfant, chaque adulte, chaque handicap et chaque situation est différente. Donc, toujours pareil, on précise. Si vous avez déjà identifié, par exemple, un IME qui pourrait être super pour votre enfant, vous dites, vous êtes allé le visiter, vous dites ça sera un endroit sympa. Vous avez pris contact ou pas. C'est important de le dire. Si vous avez repéré un endroit, vous avez un petit oui. Vous le cochez ici. Vous mettez le nom et l'adresse de l'établissement. Est-ce que vous les avez déjà eu en contact, oui ou non? Et pareil, si vous avez repéré plusieurs établissements. Alors là, on rentre dans la partie la plus sentimentale et en même temps pragmatique du dossier. Cette partie, c'est le projet de vie. Ce projet de vie, ça va être la première chose qui va être étudiée dans votre dossier, votre certificat médical. C'est le moment pour vous, parents, d'exprimer au quotidien vos difficultés, vos peurs, vos doutes. Alors, pour vous donner un exemple personnel, quand je faisais mon dossier pour Léa, ça m'est arrivé de faire des projets de vie de 6 pages, le premier, je crois, ou le deuxième. J'expliquais que dans notre situation, c'était compliqué, que chaque matin, je me réveillais sans savoir si ma fille allait être vivante ou morte, que je devais mettre mes enfants, ma grande allait à la crèche, et que je devais souvent la bannir de la maison si elle avait le moindre rhume, la moindre microbe. Pas mal de choses super personnelles sur la vie quotidienne liée au handicap. Le matériel, se garer et se voir dire par les gens oh, vous n'êtes pas handicapé, hein, qu'est-ce que vous faites sur une place handicapée? Bon, écoute-moi bien, toi, c'est mon gamin qui est handicapé, tu vois pas que je suis en train de sortir un fauteuil, de l'oxygène, ici, poussette. Bon, tout ce genre de choses. Le fait d'arrêter de travailler parce que vous devez amener votre enfant, parce que personne ne peut garder votre enfant, vous devez l'amener en thérapie, au CAMS, au CESAD, chez l'ortho, tout ça, c'est le moment de le dire. Si vous n'arrivez pas à écrire, on peut vous aider à le rédiger. Il faut vraiment qu'on sente que ça vient de vous, ça vient du plus profond de votre être. C'est le moment de faire pleurer dans les chaumières, c'est le moment de coucher sur le papier tout ce que vous avez au fond de vous, que ce soit rage, colère, parce que quand on a un enfant malade en situation de handicap, on a de la rage et de la colère parce que ça reste de l'injustice. Donc tout ça, c'est le moment où vous pouvez décharger. Et je vous garantis que de décharger ce genre de choses, ça fait vraiment du bien.
N'oubliez pas que si vous avez des problèmes pour écrire votre projet de vie, on peut vous accompagner dans ce sens. Ensuite, il faut joindre les documents nécessaires. Alors là, vous voyez, en dessous, c'est écrit justificatif, facture, devis en votre possession concernant les frais évoqués. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez réduit votre activité, vous pouvez envoyer un contrat de travail, un bulletin de salaire, une attestation de l'employeur, des fois des avenants à votre contrat. Si vous êtes rémunéré par le Pôle emploi, par exemple, vous pouvez envoyer votre attestation de Pôle emploi. Ensuite, si vous rémunérez une personne, bien sûr, il faut envoyer tous les justificatifs. Et moi, je vous conseille également tout ce qui est... je perds mon latin, il est tard. Tout ce qui est lié à la maladie de votre enfant. Les comptes rendus des hôpitaux, les comptes rendus des médecins. En fait, je pense que l'important, c'est de les noyer sous la paperasse. Ça peut paraître un peu dingue, mais c'est important de leur montrer que vous avez toutes les clés en main pour votre dossier. Bien sûr, vous n'auriez pas les originaux, vous faites des photocopies, ça me paraît très important de le répéter, toujours tout photocopier. Alors là, on attaque la situation scolaire. Comment est scolarisé votre enfant? Est-ce qu'il est en milieu ordinaire? Est-ce que vous lui faites l'école à domicile? Est-ce qu'il va dans un établissement médico-social, IME, etc. Est-ce qu'il est en temps partagé? Alors souvent, le temps partagé, c'est quand votre enfant il va à l'école au milieu ordinaire et qu'il va dans ses salles et qu'il va 2 jours, je sais pas, 3 jours par semaine. C'est souvent, c'est de temps en temps le cas. Dans quel établissement? Donc là aussi, on le marque. Et depuis quand? Est-ce que l'enfant, s'il va en internat, est-ce que vous avez des frais à votre charge ou est-ce que la CPM ou autre prend ces frais en charge? Ensuite, il n'est pas scolarisé. Pourquoi? Alors, l'enfant qui a moins de 3 ans maintenant, parce que la loi c'est 3 ans, eh bien, il est forcément trop jeune. Hein. Si vous faites de dossier que votre enfant il a 24 mois, 2 ans, il sera scolarisé à partir de septembre. Là, aujourd'hui, ça sera 2019, septembre 2019, pour vous donner un exemple. Et s'il est sans solution, vous cochez et vous précisez. Quitte à ajouter une feuille sur papier libre. D'ailleurs, pareil pour votre projet de vie, vous pouvez faire une petite astérix et marquer sur papier libre, joint, et vous l'accrochez, vous mettez votre projet de vie à la suite. Très, très important. Parce que moi, mes projets de vie, ils ont toujours fait je ne sais pas combien de pages. Donc forcément, je n'ai jamais pu remplir un projet de vie sur le papier, mais je l'ai toujours annexé. Si votre enfant est étudiant, qu'est-ce qu'il fait comme études? Qu'est-ce qu'il a eu comme diplôme? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Et dans quel établissement? Bien sûr, je ne sais pas si vous voyez, mais en bas, il y a toujours, il vous demande toujours de rajouter le nom, le prénom de votre enfant. Surtout, n'oubliez pas de le faire. C'est si jamais ils font du dépareillage de dossier, ils ont besoin de retrouver quelle page appartient à quel enfant. Donc, on en est au parcours étudiant ou apprentissage. Donc là, c'est si votre enfant il a déjà un parcours d'étudiant ou d'apprentissage, toujours précisé. Son accompagnement en soins, est-ce qu'il fait des soins hospitaliers, des soins en libéral ou autres? Disposer des applications. Alors, qu'est-ce qu'il a comme matériel? Qu'est-ce qu'il a actuellement comme matériel, hein? Pas qu'est-ce que vous voudriez qu'il ait. Il a des outils, il a un ordinateur, il a un problème de déficience visuelle, donc il a du matériel qui va avec ça. Matériel de déficience auditive, par exemple un ordinateur qui fait du braille, ce genre de choses. Est-ce que vous disposez d'une aide humaine? Est-ce que vous avez une AVS? En gros, c'est ça que ça veut dire. L'emploi du temps actuel. Alors, par exemple, je vous donne l'exemple d'un enfant de l'association dont j'ai fait le dossier il n'y a pas longtemps. Le lundi matin, cet enfant, il allait au CAMS pour, je crois que c'était le groupe. Donc, lundi CAMS, lundi midi, repas avec maman à la maison. Après-midi, c'était école ordinaire avec AVS.
Soirée, nuit, soirée, c'était souvent orthophoniste. Ensuite, le mardi, c'était école ordinaire le matin, le repas avec maman à midi, puisque l'après-midi, il y avait l'hôpital de jour. Enfin, voilà, il faut expliquer et marquer toutes vos prises en charge, les dates, les heures, le pourquoi, du comment, du pourquoi. Plus vous allez donner des précisions, plus vous allez pouvoir recevoir de l'aide. Donc, dans les apprentissages, lire, calculer, organiser, contrôler son travail, ça, c'est à vous de l'apprécier ou bien d'en parler dans le cadre de la scolarité. Vous pouvez remplir votre dossier à ce niveau-là avec l'enseignante référente qu'elle remplit son dossier, elle, pour le GEVASCO. Ça, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez demander à la rencontrer ensuite pour vérifier avec elle le dossier, récupérer votre GEVASCO et faire un envoi des 2 dossiers en même temps. Bien sûr, vous prendrez soin de faire la photocopie du GEVASCO. C'est important d'essayer d'envoyer des choses ensemble et en même temps. Parce que souvent, les enseignants, ils envoient de leur côté le GEVASCO, vous envoyez les dossiers, ils font ça, ils ont du mal à faire ça, parce que c'est des grosses administrations. Et souvent, quand vous donnez votre dossier MDPH à l'enseignante référente, elle va l'envoyer avec 40 autres dossiers, parce qu'elle n'a pas le choix. Si la poste perd l'enveloppe, les 40 dossiers, voilà, ce qui arrive régulièrement. Et si les dossiers sont mal arrivés, il se peut que la MDPH mélange des feuilles, fasse des choses sous l'afflux de dossiers, fasse des choses complètement hallucinantes. Mais donc, c'est important, à mon sens, que vous envoyez votre dossier, plus le GEVASCO de votre enfant, si vous avez un GEVASCO, bien entendu, ensemble, vous-même, avec accusé de réception, en ayant pris soin de photocopier chaque page, recto et verso. Donc, j'en reviens à la vie scolaire étudiante. Donc ça, c'est à vous de le remplir. Par exemple, il y a des enfants qui ne sont pas propres, mais qui peuvent aller à l'école pour l'hygiène corporelle, par exemple, pour aller aux toilettes, pour s'habiller, se déshabiller, pour manger, pour boire. Moi, Calista, pour manger et boire, elle a besoin, maintenant un peu moins, mais prendre soin de sa santé, c'était des choses qu'on a remplies en priorité dans son dossier. Les autres manières de vous aider dans la vie scolaire. Je peux cliquer dessus. Adaptation de la scolarité, orientation différente, aide humaine, aide matérielle, accompagnement sur une réadaptation de rééducation, prise en charge dans un établissement sans hébergement ou prise en charge dans un établissement avec hébergement. Est-ce que vous avez repéré un établissement qui peut correspondre à votre enfant? Oui ou non. Est-ce que vous êtes en contact avec cet établissement? Oui ou non? Donc non, pas oui ou non pour le premier. Est-ce que vous l'avez identifié? Vous notez le nom. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà pris contact? Là, on vous parle du GEVASCO. Vous voyez? Pour les enfants scolarisés, les attentes sont précises dans un document appelé GEVASCO. C'est un guide de recueil de données que vous remplissez avec le directeur d'établissement ou l'enseignant référent. Vous pouvez demander au directeur de l'école les coordonnées de votre enseignant référent. Et vous pouvez les trouver sur Internet également. Si vous n'avez pas pu prendre contact, indiquez pourquoi. Alors, il y a des départements, malheureusement, où elles sont tellement débordées qu'on n'arrive pas à les contacter, difficilement. C'est pas de leur faute. Elles sont des fois 2 pour des centaines d'écoles, donc ça peut être compliqué pour elles. Elles sont vraiment à leur maximum, parce que j'en vois et j'en côtoie beaucoup à l'association. Malheureusement, elles sont peu nombreuses et elles ne sont pas aidées. Si vous avez d'autres renseignements à fournir pour la vie scolaire, il faut exprimer vos besoins à l'écrit à ce moment-là. Alors là, l'emploi, ça ne nous concerne pas parce que nos enfants, ils ne sont pas, ils ne vont pas, ils ne travaillent pas. Donc, si les enfants ont moins de 20 ans, qu'est-ce qu'on demande? Allocation, AEH ou prestation de compensation du handicap, la PCH. Alors là, vous avez le choix, vous pouvez cocher les deux. Comme ça, si vous cochez les deux, la MDPH va vous envoyer quelqu'un à domicile pour venir évaluer vos besoins et votre demande. Ils vont évaluer le nombre d'heures que vous passez avec votre enfant et à quel prix vous allez être payé au taux horaire
c'est un taux horaire. On va vous dire, par exemple, vous allez payer 4 € de l'heure, 8 heures par jour. Ne rêvez pas, ça arrive rarement. Ou bien, on va dire, voilà, elle a besoin d'une aide à domicile pour telle et telle chose, pour le repas, pour ci, pour ça. On va payer l'aide à domicile. Et vous n'aurez pas d'allocation. L'aide à domicile sera versée directement au prestataire et ça sera transparent pour vous. Donc, ils s'envoient en général une infirmière ou un infirmier avec une assistante sociale. Ils font avec vous le point sur tous vos besoins. Et ensuite, ils vous envoient un papier et ils vous demandent de choisir PCH, AEH. Voilà, AEH, tel complément, c'est tant. PCH, tant d'heures par mois, c'est tant. À savoir que la PCH, elle est imposable dans l'impôt sur le revenu. Donc, à vous de voir ce qui est préférable dans votre situation. À savoir qu'on peut faire une demande de PCH, aide matérielle, pour par exemple aménager une salle de bain, une voiture, et également une demande d'AEH. C'est cumulable seulement pour le matériel et l'aménagement. Ensuite, là, vous pouvez demander la carte mobilité inclusion. C'est la carte invalidité. Ensuite, il y a la carte stationnement. Et c'est là où c'est important, les parents qui ne travaillent pas, l'affiliation gratuite à l'assurance de vieillesse des parents au foyer. C'est très important de cocher ça si vous ne travaillez pas pour cotiser pour votre retraite. Ensuite, ça concerne les plus de 20 ans, donc ça ne nous concerne plus. Demande relative à la vie scolaire. Si vous avez des choses à ajouter pour la scolarisation, c'est à ce moment-là que ça se passe. Demande relative au travail, ça ne nous concerne pas, malheureusement. Ensuite, les dents familiales. Alors, qui est les dents? Ça peut être vous, ça peut être le papa, ça peut être la grand-mère, des fois ça arrive, la tante, le frère, la sœur. Donc, c'est à vous de remplir. Là, ça ne concerne plus l'enfant, ça concerne la personne qui s'occupe de l'enfant. En général, c'est souvent la maman, voire le papa. Donc, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, le nom de la personne aidée. Donc, j'aide mon enfant, Kalistamena, par exemple. Votre lien, je suis sa maman, je suis son papa. Est-ce que vous vivez ensemble, oui ou non, et depuis quand? Êtes-vous actuellement en emploi ou pas? Est-ce que vous avez réduit votre temps d'activité? Alors non, la PCH aide matérielle n'est pas imposable. Non, non, c'est la PCH en heure d'aidant familial. Paiement, en fait, en gros, c'est quand vous êtes payé en tant qu'aidant familial que le PCH est imposable. Je m'excuse, du coup, j'ai coupé ça pour répondre à la question. Donc, est-ce que vous êtes actuellement en emploi, oui ou non? Est-ce que vous avez réduit votre activité quand vous avez pris en charge votre enfant? Donc, en général, c'est ce qu'on fait tous. Hein. Qu'est-ce que vous faites comme aide? Là, vous cochez ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire en général tout, hein, quand on aide nos enfants. Qui participe avec vous à l'accompagnement? Ça peut être des professionnels, ça peut être une infirmière qui vient à la maison, une kiné, ça peut être des proches, la tante, le grand-père, la grand-mère, ou bien ça peut être vous tout seul, ce qui arrive très souvent. Êtes-vous soutenu? Oui ou non? Est-ce que votre mari vous soutient dans votre fonction d'aidant? Est-ce que votre famille, vos amis? Est-ce que si vous n'êtes plus disponible pour aider votre enfant, il y a quelqu'un pour prendre le relais? Ça, c'est très important de le signaler. Voilà. Ensuite, vous risquez d'être dans un des cas suivants prochainement. Éloignement géographique, des gens qui se séparent, vous allez vivre avec votre père, vous aidez votre frère et vous allez vivre avec votre père. Hospitalisation, séjour à l'étranger. Ma sœur s'occupe de moi, mais elle va partir à l'étranger pour ses études. Changement de majeure situation, divorce, séparation, problème de santé, je vais être hospitalisée, je vais être opérée, changement de professionnel, vous êtes mis dans le nord de la France ou dans le sud, difficulté, j'en peux plus de difficulté à assurer l'accompagnement, épuisement, avancement dans l'âge, parce qu'on a aussi des parents, on n'y pense pas souvent, mais on a des parents qui sont âgés, avec des enfants qui sont âgés, des fois de 50 ans, des enfants handicapés, et quand ça fait 50 ans que une maman s'occupe de son enfant en situation de handicap, il y a des fois où elle s'épuise fortement.
Voilà, autre précisé, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà éventuellement identifié un service ou une structure qui pourrait vous aider dans vos attentes? Est-ce que vous voulez connaître les dispositifs qui existent pour vous en tant qu'aidant et pour la personne aidée? Et ensuite, est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez préciser? Et là, vous signez. Alors, je reviens sur mon écran. Voilà, je suis de nouveau là, je suis en train de lire vos questions. Normalement, l'écran, oui, voilà, il est flou. Ah, mince, l'écran document, je ne sais pas. Bon, mais écoutez, j'espère que vous avez pu suivre le document. Donc, pour répondre pour la PCH au niveau aide matérielle, alors, elle n'est pas imposable. Ensuite, vous avez toujours ce guide qui est très important parce que là-dessus, vous avez les démarches à la MDPH, les attributions des notifications. Faut-il mettre si les grands-parents aident beaucoup pour rendez-vous ou va pas dans le bon sens pour nous? Alors, ouais. Pour les grands-parents, vous pouvez le mettre comme ressource au niveau aidant. Et vous n'êtes pas. Enfin, si c'est un rendez-vous de temps en temps où vous avez un grand-parent qui aide, c'est pas forcément. C'est pas forcément ce qu'il y a enfin, dans votre dossier, ça ne va pas forcément vous aider dans votre dossier. Par contre, en tant qu'aidant familial, oui, vous pouvez mettre que vous avez un peu d'aide au niveau des grands-parents. Ça, c'est important de le préciser. Donc, je vous disais dans le guide, pour ceux qui l'ont sous les yeux, vous avez par exemple à la page 21 les démarches à la MDPH. Et quand vous tournez, vous avez les règles de cumul de l'AEH. Alors, on n'a pas parlé de la JPP. On va faire une formation uniquement sur la JPP bientôt d'ailleurs. L'AEH, elle est cumulable avec la JPP. La JPP, c'est 314 jours sur 14 mois. 322 jours, je ne sais plus, j'ai plus en tête. Sur 22 mois, sur 14 mois. Attendez, je vérifie juste pour mon AJPP. Parce que ça me turlupine. Donc voilà, oui, c'est 310 jours sur 3 ans maximum. Donc en gros, ça fait 14 mois qui sont renouvelables en cas de nouvelles pathologies. Malheureusement, avec nos enfants, on sait que souvent, il y a des nouvelles pathologies qui se déclarent. Mais c'est cumulable avec l'AEH de base. Une AEH de base, c'est 130 euros. Et une AJPP, ça peut aller jusqu'à 900 euros par mois. Vous trouverez dans le guide donc, tous les cumuls possibles. Par exemple, si vous êtes en congé maternité, vous ne pouvez pas toucher l'AEH. PCH ou AEH, pourquoi, comment? Qu'est-ce qu'on peut avoir et comment? Tout ça, vous pouvez le retrouver dans le guide. Alors, si vous n'avez pas le guide, je vais vous mettre le guide en direct pour que vous puissiez c'est important de accéder gratuitement aux informations. J'en peux plus de ces bestioles là, je vais. Hop. Voilà. Là, on a le guide qui est en ligne.
Voilà, donc c'est bon, le sondage est en ligne, hein, Laetitia. Là, j'ai mis le lien du guide en ligne. Donc, sur ce guide, on trouve vraiment toutes les informations nécessaires avec tout ce qui est les cartes, les prestataires sociaux, les cumuls, euh, les prises en charge des soins, les prises en charge des transports. Voilà, la PCH, l'AEH, les cartes de stationnement, la retraite, parce que c'est important, l'assurance vieillesse des parents au foyer, la retraite dans le privé, la retraite anticipée du fonctionnaire, l'impôt sur le revenu, parce que on ne sait pas assez qu'un enfant qui a un handicap à 80% par exemple, il est considéré comme double au niveau de vos parts sur les impôts. Un enfant, c'est une demi-part. Un enfant avec une AEH, c'est une part double. C'est une part entière. Les pensions alimentaires, la taxe d'habitation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important que je peux vous expliquer? Les droits en cas de décès, malheureusement. Et ensuite, vous avez également, à la fin, dans les annexes, l'annexe 2, vous avez les compléments. Donc, le montant de base de la EH, il est à 130,12 €. Et donc, une catégorie 1, ça vous toucherez 227,71 €. Catégorie 2, 394,42 €. Catégorie 3, 504,21 €. Catégorie 4, 709,84 €. Catégorie 5, 871,02 €. Catégorie 6, 1234,30 €. Dans ces montants-là, les 130,12 € de la base sont déjà pris en charge. Ensuite, vous avez une majoration lorsque vous êtes parent isolé. Donc, pour la catégorie 6, par exemple, au lieu de 1234,30 €, ça passe à 1669,39 €. Voilà. Ensuite, dans le guide, vous avez un énorme lexique qui fait une vingtaine de pages avec tous les mots du savant et les mots un peu barbares qu'on peut rencontrer dans la maladie de nos enfants. Vous avez une liste non exhaustive parce qu'a priori, il y en a qui ont un petit peu changé. Il va falloir qu'on remette à jour bientôt de toutes les maisons des parents et des maisons des familles partout en France. Vous avez une explication sur ce que sont les centres, les CAMS, les CESAD, les CMP, CMPP, CMS, CSNI, les établissements comme les IES, les IME, les IMP Pro, les IEM, les ITEP, les IES, les SAFET, enfin voilà. Tout ça, c'est expliqué. La scolarité, on en parle aussi. Et les transferts. Les soins à l'étranger, parce que c'est important de savoir qu'il y a des choses qui ne se font pas en France, malheureusement, qui commencent à arriver, mais qui se font à l'étranger et qu'on a des moyens de faire prendre en charge certains frais. Alors, je dis bien pas tous, hein, malheureusement. Puis ensuite, on montre un petit peu ce qui se fait en Europe. Donc, les centres en Europe, SN6 à Barcelone, Notube en Autriche, les centres en France, Centre d'éducation conductive du Gard, Tomatis, ceux qui existent, les méthodes, les astuces personnelles, mes astuces à moi pour la paperasse, par exemple, les sacs d'hospitalisation, et ensuite on passe aux annexes. Et un petit peu, on parle un peu de l'association. Ce guide, il est accessible gratuitement sur notre site internet, vous pouvez le consulter en ligne, et vous pouvez également le commander et le recevoir directement à la maison. Ce qui est important de pouvoir le feuilleter lorsqu'on est en salle d'attente, parce qu'on sait bien qu'on passe beaucoup de temps en salle d'attente, nous les parents, n'est-ce pas? Ensuite, on a une banque de documents à télécharger. Donc ça, c'est pareil, je vous mets aussi le lien, parce que c'est important de savoir que vous pouvez retrouver tous les documents nécessaires pour le bien-être de vos enfants sur le site internet, que ce soit bien centralisé. Ensuite, on a notre permanence téléphonique, donc je vous la mets également en ligne. Vous avez le planning de la permanence téléphonique et ben,
la base, hein, nous sommes là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on fait notre groupe des parents sur Facebook, les commandes de guide, faire une demande d'aide pour nos aides financières. Voilà, je vous ai mis tous les liens nécessaires pour bien réussir à retrouver les informations importantes via notre site. Écoutez, je pense que si vous n'avez pas de questions, ça me paraît pas trop mal. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Non? Bon. Eh bien, écoutez, on a fait 1 heure pile. Donc, je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain webinaire sur les bons transports et les ententes préalables à la CPAM. Je vous remercie de votre attention. Merci de vos questions. Merci de suivre nos webinaires en direct. Et puis, vous pouvez retrouver le replay bientôt sur notre logiciel qui va vous envoyer de lui-même un petit lien directement sur votre boîte mail. Et vous retrouverez aussi ce webinaire dans son intégralité sur notre chaîne YouTube Association Léa. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter par email ou bien sur notre permanence téléphonique si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide. À bientôt. Bonne soirée.